Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de flux financiers illicites. J'ai eu l'honneur de conduire un atelier de formation au profit des pays membres de l'Organisation africaine des contrôles supérieurs des États. Il prévoit de mener un audit sur les flux financiers illicites en Afrique. À la fin des travaux, j'ai eu l'opportunité de discuter avec quelques responsables. Vous écouterez les échanges dans ce podcast. En deuxième actualité, nous allons revenir sur la transparence fiscale en Afrique. Le Global Forum et l'OCDE ont publié le rapport 2022 qui a été présenté par Zaïda Manata, secrétaire du Global Forum. Nous allons aussi écouter le point de vue de la société civile africaine qui a été partagé par la collègue Chiney Mukumba de Tax Justice Network Africa. Je rappelle que vous pouvez écouter notre programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en allant sur thetaxcast.com, thetaxcast.net et cherchez l'onglet en français pour écouter tous les podcasts en français. Vous pouvez aussi interagir avec nous en allant sur notre page YouTube, impôts et justice sociale.com, ou encore aller sur notre page Facebook, impôts et justice sociale, ou sur Twitter, #impôts social. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, ne ratez pas le programme. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Je vous le disais, j'ai eu l'insigne honneur de participer à un atelier en tant que formateur au profit des représentants de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des États. Nous avons parlé de flux financiers illicites. L'organisation prépare de mener un audit sur la question. L'occasion m'a été donnée de pouvoir échanger avec certains d'entre eux, notamment Seydina Issa Sow. Il est membre de la Cour des comptes du Sénégal. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. Seydina Issa Sow, vous travaillez pour la Cour des comptes du Sénégal. Vous avez assisté à cet atelier de renforcement des capacités de AfroSai, l'organisation des institutions de contrôle supérieur de l'État africain, sur les flux financiers illicites. Déjà, qu'avez-vous appris de cet atelier? Qu'est-ce que vous ne saviez pas qui aujourd'hui vous semble être un sujet de préoccupation dans votre travail? Ce qui est intéressant dans ces ateliers, c'est surtout les orientations et les perspectives en termes de méthodes et de moyens de lutte contre les flux financiers, les pistes de réflexion qui sont dégagées et l'horizon qui s'éclaircit sur les voies et moyens de lutter contre les flux financiers illicites. Désormais, nous avons une orientation assez claire, disons, je peux dire même très claire, sur comment, à travers nos IEC, nous pouvons participer de façon globale donc à la lutte contre les flux financiers. Nous savons quel est le travail qui nous attend, quelles sont les responsabilités donc, qui sont attendues de nous et que nous devons assumer. Nous savons quels sont les outils qui sont disponibles, les mécanismes qui sont mis en place, les institutions qui œuvrent dans la lutte, donc nos futurs partenaires dans le cadre donc de nos travaux. Rien que cela, et j'en passe. Cela constitue une mine de ressources documentaires qui peut demain nous aider dans la mise en œuvre de nos missions.
On a beaucoup parlé de transparence dans l'administration fiscale, avec notamment le renforcement des capacités dans des domaines comme la propriété effective. Est-ce que c'est des domaines où vous pensez qu'il faudrait qu'on pousse les institutions africaines à aller afin de pouvoir chasser les FFI? Oui, tous les moyens qui nous permettent d'augmenter nos ressources publiques pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons une population très jeune de façon globale en Afrique. Donc tous les moyens qui nous permettent d'augmenter nos ressources et de ne plus dépendre de l'aide extérieure, tous ces moyens-là sont les bienvenus. Donc si on nous donne des mécanismes, des possibilités d'aider nos gouvernants à accroître les ressources publiques et par voie de conséquent à être en mesure de faire face aux besoins en termes d'emploi, en termes de santé, en termes d'infrastructure, tous ces moyens-là sont les bienvenus. Et de ce point de vue, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, ces rencontres constituent vraiment pour nous, en tout cas personnellement en ce qui me concerne, ce sont des rencontres qui sont extrêmement riches. Au-delà du savoir et du savoir-faire qui est dispensé, il y a surtout les contacts personnels qu'on va nouer avec nos collègues de différentes entités africaines, et il y a ce sentiment de solidarité, ce besoin d'œuvrer pour, en quelque sorte, que le continent aille de l'avant. C'est en cela, il y a un sentiment africain qui est en train de naître, ou plutôt qui est déjà né, mais qui est en train de se renforcer. Et les gens sont conscients parce que nous avons les mêmes problèmes. Quand nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, ça a tendance à souder les gens. Nous avons un ennemi commun, c'est le sous-développement. La société civile sénégalaise est très avancée sur la bataille contre les flux financiers illicites. Est-ce que sur la base de ce que vous avez appris aujourd'hui, on vous verra de plus en plus vous rapprocher de cette société civile et discuter avec elle? Tout à fait. Parce que moi, de par ma formation, je suis en fait juriste. Donc il y a beaucoup de questions qui ont trait aux flux financiers qui m'intéressent, que ce soit la corruption, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment et tant d'autres. Et ces rencontres constituent pour moi un cadre pour élargir ma vision qui consiste non plus à se limiter seulement à l'approche juridique, mais l'approche sociologique, l'approche économique. Donc ça permet en quelque sorte d'avoir une culture beaucoup plus vaste et une autre option pour appréhender les problèmes de développement. En tout cas, merci Sedina. Tax Justice Network possède des outils et c'est avec une grande fierté que nous viendrons un jour à Dakar discuter avec les contrôleurs de la Cour des comptes pour renforcer leur capacité si le besoin est exprimé. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie surtout pour votre expertise, mais surtout aussi pour votre manière d'animer vos interventions, parce que là, vous obligez ou vous poussez les participants à s'impliquer, et donc il y a une certaine interactivité qui est très vive. Je vous remercie. Merci. À la suite de Sedina Issa Sow, j'ai pu échanger aussi avec Eladji Hassan, c'est le directeur exécutif du secrétariat de cette organisation qu'on appelle Afrosai. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, vous êtes le directeur exécutif d'Afrosai, l'association des institutions supérieures africaines de contrôle sur le continent. Et nous sommes en train d'aller vers un deuxième audit que vous allez mener. Un choix a été porté sur une thématique, celle de prévenir les flux financiers illicites ou de les stopper en partant de l'amélioration de la transparence fiscale, en partant sur l'audit des institutions légales qui encadrent la fiscalité dans les pays de la région. Pourquoi le choix de ce thème? En quoi est-il important? Merci de me passer la parole. Effectivement, le choix de ce thème s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'Afrosai au développement de l'Afrique, lequel développement doit passer d'abord par la mobilisation de ressources propres, de ressources internes. L'Afrique doit s'arrêter à un moment pour se dire, oui, il y a des flux financiers illicites, mais à son niveau, qu'est-ce qu'elle a fait pour maîtriser, pour limiter, sinon pour même éradiquer ce phénomène? Donc, vous avez vu l'engouement même de tous les membres des deux commissions techniques qui sont réunies aujourd'hui, qui
on convergeait vers le choix de ces thèmes parce qu'effectivement, ces thèmes nous permettra de faire une appréciation du cadre légal et réglementaire qui encadre donc la fiscalité. La fiscalité dans tous ses aspects, la fiscalité minière, pétrolière, gazière, la fiscalité domaniale, donc, etc. Et en dehors même de ces cadres légaux et réglementaires, apprécier également la gouvernance de l'administration fiscale. Comment l'administration fiscale elle-même elle est organisée, comment est-ce qu'elle fait face, comment au niveau international, parce que l'affaire du flux financier illicite n'est pas seulement l'affaire du pays, ça c'est des effets au-delà des frontières. Alors l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a mis en place dans le cadre de sa gouvernance pour entretenir même des accords de coopération avec les autres pays afin de mobiliser ces ressources. Donc, partant donc de la mobilisation de ressources, je pense qu'on aura fait un premier pas et ça sera donc la contribution de l'Afrosaï à l'Afrique que nous voulons. L'expert de Tax Justice Network, que j'ai la chance d'être, a échangé avec vous sur des questions de propriété effective. C'est peut-être des notions nouvelles, mais du point de vue du travail de l'auditeur des comptes que vous êtes, quelle est l'importance que vous accordez à cette thématique sur laquelle on a échangé? Il s'agit en fait du deuxième thème qui avait été proposé concernant le recouvrement des actifs. Bon, le gros problème avec ce thème, c'est que c'est un thème qui demande non seulement d'impliquer l'exécutif, mais les aspects juridiques ou bien les aspects judiciaires. Donc, qui dit judiciaire dit également dans des juridictions et tout ça. Et vous savez, en matière constitutionnelle, les pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir. Donc, certes, c'est une problématique qui nous tient à cœur, mais qui fera l'objet peut-être d'une troisième phase de l'audit coopératif, en attendant qu'on essaie de voir quelles sont les pistes de collaboration et de coopération avec l'administration judiciaire pour s'appesantir sur ça. Mais sinon, effectivement, dans cette problématique, l'Afrosaï et ces institutions supérieures de contrôle peuvent également s'appesantir sur le cadre législatif et réglementaire qui encadre le recouvrement. Qu'est-ce que les pays eux-mêmes, en termes d'encadrement juridique, ont mis en place avant de commencer à dire que ok, il faudrait que les pays où ces fonds-là ont été envoyés ou bien ces actifs se retrouvent doivent être rapatriés. Parce qu'on ne va pas nous dire aujourd'hui qu'on ne sait pas là où se trouvent les actifs. C'est un langage de sourd, un secret de polichinelle. Nous tous, nous savons là où se trouve, mais comment faire? Finalement, certainement en tant qu'auditeur des comptes, vous avez déjà eu à faire face à des irrégularités, mais le message que vous lancez en tant que directeur de l'Afrosaï sur les flux financiers illicites est lequel? Vous invitez l'Afrique à se comporter comment par rapport à cette situation? De mon point de vue personnel, l'Afrique doit d'abord s'auto-questionner. Quel est notre rôle par rapport à ça? Parce qu'on va beau accuser les autres, on va beau accuser les pays développés, on va beau accuser les multinationales, mais nous sommes dans un jeu d'intérêt. Personne ne nous donnera entre guillemets du lait. Tout le monde est là pour s'enrichir, mais si nous nous laissons faire, c'est que les autres viendront s'enrichir. Donc nous devons nous battre, nous-mêmes, nous auto-questionner et prendre des dispositions pour faire face à ces multinationales, pour faire face à ces pays développés. Nous n'allons pas compter sur eux. Ils ne viendront jamais nous dire que, ok, pour combattre les flux financiers ici, il faut faire comme ça. Même quand bien même ils vont vous dire faites comme ça, mais ils vous montrent simplement la partie visible de l'iceberg. L'autre aspect, vous ne les maîtrisez pas. Absolument, et nous sommes très heureux. On espère que Tax Justice Network pourra vous accompagner dans cet important audit qui permettra effectivement de voir comment est-ce que les institutions légales sont mises en place pour protéger la collecte des revenus fiscaux de l'opacité, qui est une source de flux financiers illicites. Merci beaucoup, M. Hassan. C'est moi qui vous remercie. À la fin des travaux, évidemment, il a été retenu qu'on ferait un audit sur les flux financiers illicites, mais surtout en se basant sur le niveau de protection qu'offre le cadre légal de la fiscalité en Afrique
en rapport au risque de perte dans le domaine du commerce et les industries extractives. C'est quelque chose que nous allons suivre de très près pour vous et certainement au bout du processus, nous vous partagerons les résultats. Parlons maintenant de toute autre chose. Il y a un peu moins d'un mois, l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, à travers son forum global et le Forum africain des administrations fiscales ADAF, a produit un rapport, son rapport habituel sur la transparence fiscale en Afrique. Nous avons eu l'occasion de suivre l'événement, notamment les résultats qui ont été présentés par Zeida Manata, qui est la chef du secrétariat du Forum global. D'abord avec elle, elle nous a parlé d'un premier résultat, c'est celui de l'arrivée de nouveaux pays au sein de l'initiative Afrique qui met en place le processus, notamment en matière d'échange d'informations et d'échange d'informations à la demande ou d'échange automatique d'informations. Écoutons Zeida Manata sur l'arrivée de nouveaux pays. On a eu l'association au niveau politique, comme je l'ai mentionné auparavant. Je voudrais mettre en exergue que l'Algérie est devenue le 33e membre du forum, ou plutôt de l'initiative africaine. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à l'Algérie, à l'initiative africaine. Et donc, le soutien croissant à la déclaration de Yaoundé a été démontré après l'approbation du Rwanda et de l'Algérie, et le Botswana l'a aussi approuvé cette année. Cette année aussi, la déclaration de Yaoundé a été approuvée par le Botswana. Nous avons la déclaration est désormais soutenue par 33 pays et de la Commission de l'Union africaine et qui ont joué à lutter contre l'évasion fiscale et les FFI. Nous souhaitons la bienvenue aux autres pays africains de pouvoir rejoindre l'initiative africaine. Arrivée de nouveaux pays, augmentation du nombre des échanges, récupération d'un peu plus d'argent. Finalement, le processus d'échange automatique d'informations ou d'échange d'informations tel que mis en place par l'OCDE semble avoir du succès, en tout cas selon le Forum global qui conduit les opérations. Il n'y a pas eu que ça, il y a aussi d'autres améliorations qui ont été revendiquées au titre des bilans de l'année 2022. De l'année 2021, autant pour moi. On a eu une amélioration des connaissances par rapport à cet échange de renseignements et on a reconnu qu'en 2014, 78% des pays ont reconnu que les niveaux de connaissances étaient faibles et donc on a eu bien de progrès dans l'expertise et 79% des pays jugent que leur niveau de connaissances et leurs expertises par rapport à l'échange de renseignements a augmenté et une augmentation de 23% par rapport à ce que l'on avait vu en 2014. Les autres conclusions sont aussi très importantes. Tout d'abord, les pays africains créent l'infrastructure nécessaire pour l'échange de renseignements. Et donc, on a vu des changements et vous voyez cela par les chiffres affichés en 2021. On a eu un pays de plus qui a délégué la fonction d'autorité compétente du ministre des Finances ou de chef de l'administration fiscale à un plus grand nombre d'agents pour que le processus d'échange de renseignements soit plus efficace. On a eu la mise en place des unités dédiées à l'échange de renseignements qui est passé à 30 en 2020 et donc cela augmente l'échange d'informations tous les jours. Et donc on a utilisation du manuel EDR et du suivi et avec un pays supplémentaire adoptant le manuel et 2 pays mettent en œuvre des systèmes de suivi en 2020. Et donc, ces 2 sont essentiels pour avoir des départements qui fonctionnent convenablement. Un autre objectif de l'initiative Afrique
et de permettre les pays africains d'élargir le réseau d'échange de renseignements pour permettre aux contrôleurs d'enquêteurs fiscaux d'avoir accès aux informations nécessaires. Et c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire la vérification et de voir, par exemple, les transactions transfrontalières, etc. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un plus grand réseau de partenaires pour pouvoir échanger des informations. Et donc, on a eu des progrès très importants dans les pays africains en dépit de la pandémie. On a eu 383 nouvelles relations d'échange de renseignements qui ont été créées. Et donc, on a vu, par exemple, l'administratif mutuel en matière fiscale qui a été signé, qui est l'instrument multilatéral. Le Rwanda a aussi signé, la MAC, le Botswana, l'Eswatini et le Libéria l'ont ratifié. Et ceci l'a permis à entrer en vigueur. Et donc, la Mauritanie a aussi déposé des instruments et d'autres pays africains sont en train de faire de même. Et donc, nous sommes vraiment ravis de voir ces tendances que nous avons vues sur cette diapositive. Évidemment, avec le nombre de pays qui s'accroît, le nombre d'opérations d'échange d'informations s'est lui aussi amélioré. C'est un actif que reconnaît l'OCDE et le Forum global. Écoutons une fois de plus Zeda Manata sur cette question du nombre d'échanges. On voit les administrations fiscales qui utilisent l'échange de renseignements. Cela veut dire qu'ils ont accès à des informations dans des pays étrangers. Et en 2014, les pays africains n'utilisaient pas l'échange de renseignements dans leur contrôle fiscal. Et donc, on avait moins de 40 requêtes des pays africains. Et donc, les pays africains se sont engagés de pouvoir utiliser les réseaux d'échange de renseignements en formant leurs contrôleurs fiscaux pour utiliser l'outil et aussi comment faire les requêtes, ce qu'il fallait pour réussir lorsqu'on fait les requêtes d'information. En 2021, le nombre de demandes sortant envoyées par les pays africains a augmenté de 26% en comparaison avec les chiffres de 2020. En outre, les membres de pays qui formulent les demandes est passé à 15 comparé à 13 en 2020. Et donc, ces chiffres, peut-être vous ferez poser la question, qu'est-ce qui se passe? Seulement 15 pays formulent les demandes. Oui, voilà le défi que nous avons. Seulement 4 pays ont présenté 92% des demandes envoyées. Le Kenya, qui a fait 45% des demandes, la Tunisie, 30%, l'Algérie, 11%, le Nigeria, 7%. Vous voyez donc qu'il y a encore des progrès à faire dans l'utilisation de l'échange de renseignements par les pays africains, notamment en faisant en sorte que davantage de pays utilisent plus fréquemment l'outil d'échange de renseignements. Que le nombre des échanges, on apprend aussi que l'échange automatique d'informations, l'échange d'informations à la demande en Afrique a aussi permis de mobiliser davantage de ressources par les administrations fiscales qui ont été impliquées. Écoutons l'argumentaire qui sous-tend ce bilan. Normalement, lorsqu'une juridiction met en œuvre la transparence et l'EDR, et l'objectif c'est d'assurer que l'initiative génère des recettes. C'est ça l'idée. Et c'est notamment le cas pour les pays en développement qui subissent des lourdes pertes du fait de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Et donc, les demandes envoyées aux partenaires étrangers par les 38 juridictions se sont directement traduites par des recettes fiscales supplémentaires à hauteur de 37,2 millions d'euros. Et donc, depuis 2009, cet outil a permis aux pays africains d'identifier plus de 1,2 milliard d'euros de recettes supplémentaires. Et donc, on parle de tous aspects de recettes. Étant donné que très peu de pays suivent les revenus
identifiés pour l'échange de renseignements. On imagine que ces chiffres sont plus élevés et donc c'est nécessaire de soutenir les pays africains pour pouvoir se servir de cet outil, de pouvoir aussi suivre les revenus fiscaux pour pouvoir augmenter leurs recettes. Je voudrais aussi mettre en exergue que les revenus, grâce à l'échange d'informations, démontrent que c'est une façon d'augmenter les recettes dont on a besoin pour la relance post-Covid-19. Ces avancées sont bonnes, reconnaît la société civile africaine, mais il y a des points qui n'ont pas été totalement pris en compte. Et notre collègue Chiney Mukumba, qui est responsable de plaidoyer politique au sein de Tax Justice Network Africa, a revisité ce rapport de l'OCDE avec le regard des attentes de la société civile africaine. Écoutons, selon elle, ce qui constitue déjà un premier défi avec ce rapport sur la transparence fiscale en Afrique. Le premier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la façon dont les institutions examinent ces outils. Dans le rapport, nous voyons que les pays africains progressent énormément. Nous voyons donc l'augmentation de la connaissance en matière sur l'évasion fiscale et nous voyons également qu'il y a des recettes qui reviennent sur le continent. Mais de notre point de vue, nous pensons qu'ils doivent vraiment faire face à la réalité au cours des 2 dernières années. Nous avons vu que des progrès ont été réalisés pour lutter contre l'évasion fiscale et les autres flux financiers illicites à travers la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. L'augmentation du nombre de pays qui envoient des requêtes passe de 6 en 2014, ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation par un pays qui s'est ajouté par pays. Alors, quels sont les défis auxquels les pays africains sont confrontés en embrassant donc la stratégie financière dans la lutte contre l'évasion fiscale? Les pays africains sont confrontés à certains défis. Il y a le manque de capacité à pouvoir collecter les informations au niveau local, leur permettant de pouvoir échanger des informations. Ils n'ont pas la capacité d'analyser les informations, les renseignements reçus, aussi bien que les technologies nécessaires. Cependant, ce n'est pas tous les défis qui sont relatifs à l'insuffisante capacité. Au-delà du fait que les pays n'ont pas toujours la capacité de mettre en œuvre toutes les recommandations qui sont proposées en vue de cette formule de l'échange d'informations, l'échange automatique d'informations, il y a aussi que peut-être que le modèle n'est pas totalement compatible à leurs propres orientations politiques. En tout cas, et essayons d'écouter ce que dit Chiney Mukumba en guise de deuxième point de critique ou alors deuxième point de défi par rapport au rapport sur la transparence du secteur fiscal en Afrique. Il est important de pouvoir se demander pourquoi est-ce qu'il y a une adoption très lente, vu le potentiel positif que ces outils peuvent avoir sur le gouvernement africain. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a une réponse léthargique et il faudra se poser des questions difficiles sur l'utilité même pratique de cet outil. En plus des 15 pays qui font des demandes, on doit aussi observer qu'il y a un progrès très inégal. Le rapport ne va pas vraiment au fond de ces questions et présente les étapes ou les mesures prises pour lutter contre les défis en matière de capacité. Donc, il y a des questions de conception qui limitent la façon dont la capacité des pays à pouvoir tirer parti donc de ces opportunités. Les 2 points suivants, les questions de défis qui pourraient donc contribuer à ce problème. Les normes d'échange des renseignements nécessitent donc échange réciproque. Donc, les juridictions doivent s'accorder à pouvoir partager des renseignements. Cependant, plusieurs pays développés sont des destinations importantes pour des citoyens venant donc des pays pauvres, pour cacher donc leurs revenus. En tant que société civile, nous appelons toujours à ce que l'échange des renseignements automatiques puisse être fourni sur des bases non réciproques avec les pays non membres de la GI20, surtout les pays moins avancés. Il y a un montant relativement faible qui passe des pays développés vers des pays pauvres. Or, des fortes sommes d'argent vont dans le sens inverse.
Donc, si les pays peuvent recevoir donc des informations sans pouvoir envoyer leurs principes de responsabilité commune non différenciée que nous voyons dans plusieurs négociations des Nations Unies, nous pensons que cette approche devait être pertinente à cette situation. Bon. En fin de compte, le problème est peut-être celui de la non-participation de l'Afrique à l'élaboration des normes qui sous-tendent l'échange d'informations au niveau international. Ça reste une table servie qui s'élargit, mais le menu ne change pas. Pour revenir à une collègue, Toroni, qui nous avait déjà rappelé cela concernant la manière dont l'OCDE se déploie. En tout cas, écoutons Chiné sur ce troisième point de critique. Si nous voulions concevoir des normes qui sont pertinentes au développement donc des pays, une question de conception, c'est de voir les pays africains participer au développement de ces normes et non seulement à la mise en œuvre de ces normes. Ainsi, en tant que la société civile, nous demandons à ce que ces discussions puissent être tenues en premier au niveau des Nations Unies. Nous reconnaissons la valeur donc de cette plateforme. Nous la percevons comme étant une plateforme sécurisée, une plateforme qui peut servir ou faciliter donc les échanges et créer un cadre pour une coopération internationale qui pourrait donc se tenir au sein des Nations Unies. Au cours des années dernières, les pays du Sud ont appelé à la mise en place d'un organe fiscal sous l'égide donc des Nations Unies. Au cours des mois derniers, cet appel a été repris par les ministres des Finances africains. Nous voyons que cela est très important parce que cela sera perçu comme une plateforme dans laquelle donc les pays africains peuvent participer à la conception donc des normes et non simplement les mettre en œuvre. Pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que nous voyons qu'il y a une transparence grandissante et l'échange des renseignements à des fins fiscales tels que présentés dans le rapport. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Nous remarquons que les gouvernements africains perçoivent donc la valeur de ce travail. Cependant, il est important d'aborder des questions internes qui ont été présentées dans le rapport, mais aussi des questions systémiques et structurelles. Et en ce faisant, en travaillant pour éliminer donc les goulots d'étranglement qui facilitent donc les flux financiers illicites sur le continent, nous pourrions parvenir à la réalisation des objectifs de notre continent. Voilà, c'est ce que nous avions prévu pour vous, pour cette édition du podcast en français de Tax Justice Network. Nous allons revenir lors de la prochaine édition avec des sujets encore plus palpitants. J'ai reçu le rapport de mise en œuvre des recommandations du FACTI Panel en Afrique. Nous allons discuter de cela avec nos experts et d'autres experts, si vous voulez bien. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous que vous pouvez écouter ce podcast sur notre page de podcast imposocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Mais aussi, vous pouvez aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network. La page s'appelle thetaxcast.net. Vous cliquez sur l'onglet en français et vous accédez à l'ensemble de nos productions. Et pour ceux qui peuvent aller sur YouTube, www.imposetjusticesociale.com. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas, notre page Facebook, impotsocial.com. Pour ceux qui ont Twitter, hashtag impotsocial. N'hésitez pas à m'écrire impo-social@outlook.fr. Au revoir et à très bientôt.